Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cœur de Lumière. C'est un podcast bonus qui s'intègre dans le cadre de la campagne Kiss Kiss Bang Bang pour professionnaliser cette émission. Puisque, comme vous le constatez dans les derniers épisodes, ce micro-là, il fatigue un peu. Il fatigue un petit peu et donc j'ai clairement besoin de vous offrir et surtout très envie de vous offrir des épisodes de plus en plus qualité. Et pour ça, il me faut du matériel professionnel, et pour ça, il me faut investir. Et là, j'ai besoin de votre aide, puisque comme vous le savez, ces épisodes-là, je les fais pour vous gratuitement. Voilà. Donc, tous les liens, évidemment, sont comme d'habitude dans la description. Et aujourd'hui, on va vraiment parler et approfondir un petit peu ce sujet de la campagne Kiss Kiss Bank Bank, puisque je suis avec Edith, qui va nous raconter plein de choses de son projet à elle en ce moment. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Edith, comment tu vas? Salut Zoé, ça va, merci pour l'invitation. Eh ben écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, vraiment, je suis trop contente. En plus, c'est vraiment... euh, ça tombe pile poil au bon moment. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais c'est vraiment presque improbable qu'on soit qu'on se soit rencontrés, puisque pour les auditeurs, je vous ai envoyé un petit message sur Instagram à tous hier, et je continue aujourd'hui. Et il se trouve que Edith, non seulement elle travaille avec le deuil et avec la mort tous les jours, mais elle est aussi en pleine campagne Kiss Kiss Bang Bang. Mais bon, Exactement. Et, d'abord, en fait- on va faire une présentation. et avec la même intention que toi en plus, c'est ça qui est drôle, Zoé. Ah ouais? Bah oui, parce que le but de mon jeu, c'est de détabouiser les sujets du deuil et de la mort, Ouais. comme toi avec tes podcasts. Donc, enfin, on a la même intention, on n'a pas le même médium, mais on a la même intention, donc c'est ce qui est rigolo, quoi. Ah, trop bien. Et ben écoute, j'ai trop hâte que tu nous en parles, que tu nous expliques un peu tout ça. Mais en premier, du coup, est-ce que tu peux dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Ouais. Et du coup, après, on verra comment est-ce que tu en es arrivé à créer ce jeu. Ok, bah écoute, donc moi je m'appelle Edith Pradalier, donc je vis à Orléans. Et avec mon accent du Sud, tu devineras que je suis originaire du Sud. Euh, Moi, j'accompagne les deuils depuis 2 ans. Je suis praticienne narrative et je suis formée à l'université Jules Verne de Picardie sur le deuil et endeuillé. Ok. Donc, je fais ça depuis 2 ans maintenant. J'accompagne en individuel, je fais des stages, des ateliers, des choses comme ça. Et puis, comme toi, j'ai pour vocation de sensibiliser et de détabouiser ces sujets que sont la mort et le deuil. Parce que, comme toi aussi, je trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant on vit des deuils quasiment tous les jours. Et ça fait des ravages dans la société. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de mon jeu. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant ou après, je te laisse la main. Alors, avant, moi, j'ai une question parce que tu as dit praticienne narrative, c'est ça? Est-ce que Tout à tu peux fait, ouais. expliquer ce que c'est? D'abord. Alors, c'est vrai, bien vu. En fait, la pratique narrative, c'est une thérapie brève qui a été créée par des Australiens, des psychologues australiens. Et en fait, eux, ils accompagnaient les immigrés, les SDF, les gens qui étaient en souffrance et qui avaient perdu totalement leur dignité. Et leurs collègues se sont rendus compte qu'ils avaient d'excellents résultats. Il leur disait, mais enfin, comment vous faites pour avoir d'aussi bons résultats? Et là, ils se sont dit, OK, ben, on va conceptualiser notre pratique. C'est comme ça que sont nées les pratiques narratives. Les pratiques narratives sont nées sur le terrain. Et c'est une thérapie donc qui consiste à redonner de la dignité aux gens, à redonner la parole à ceux qui n'en ont plus. Et ça passe par un questionnement particulier.
ça passe par honorer le plein plutôt qu'honorer le vide. Et dans mes accompagnements du deuil, je dis par exemple que l'endeuillé est bien plus qu'un endeuillé, donc moi, je vais aller chercher tout ce qu'il ne me dit pas. Oh, Voilà. c'est super intéressant ça, du coup, effectivement, c'est un... Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon de se concentrer sur le positif, comme on dit souvent en développement personnel, il faut apprendre à son cerveau à se concentrer et à voir tout ce qu'on a fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a réussi à faire ou au contraire à éviter, etc., etc. C'est un peu ça en fait l'idée. Si j'ai C'est un peu ça, mélangé à dire bonjour à nouveau, c'est-à-dire que moi, je pars du postulat que la société actuelle nous dit sans cesse d'oublier le défunt, de tourner la page, etc., etc. Et ça fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Et Mm. moi, j'apprends aux endeuillés à dire bonjour à nouveau, c'est-à-dire à aller voir effectivement le côté face hein, positif de la pièce en les questionnant sur, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'avait vu le défunt que les autres n'avaient pas vu de vous? Quelle qualité il aimait chez vous? Des choses comme ça. Donc, en Mm. fait, je vais me servir, entre guillemets, de la personne qui est partie pour renforcer la confiance de l'endeuillé. Oh, ok, c'est super intéressant. Et alors, du coup, ça me pose forcément la question de quand on a une relation ambiguë, voire négative avec le défunt, comment ça se passe? Alors, c'est très intéressant parce que même quand il y a une relation qui n'est pas tip-top, 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 on arrive quand même à sortir des choses parce que, par exemple, j'avais une cliente, sa mère était alcoolique. Mm. Eh bien, on a quand même fait un processus, tu vois, ce qu'on appelle le collier de perles en pratique narrative. Et il en est ressorti que sa mère, même si elle l'a maltraitée, elle lui a transmis des choses. C'est-à-dire que durant son enfance, elle a acquis très tôt le bon sens, tu vois. Elle Ouais. a acquis très tôt la résilience, l'intelligence de se dépatouiller, la Oui. créativité, cette espèce de courage. Donc en fait, même si, alors on va pas du tout nier le côté pile, dans le côté sombre de la relation, mais on va aussi aller voir le côté face qui est effectivement le côté, en fait, quelle que soit la relation, cette relation t'a apporté des choses. Oui, carrément. Et c'est super intéressant du coup parce que c'est vrai qu'on a très vite tendance à... le cerveau est connu quand même pour être focus sur ce qui va pas ou ce qui... Voilà, sur le négatif, etc. Donc je trouve que c'est une approche hyper intéressante et que pour le coup que je connaissais pas du tout. Et en même temps, enfin encore plus quand on a eu des relations compliquées, de maltraitance comme tu le dis, etc. Et ben on a énormément de difficultés à nommer, est-ce qu'on peut dire nommer, en tout cas à déterminer et à voir le positif que nous, on a retiré, en fait, les fameuses leçons qu'on a pu tirer de ces épreuves. Et c'est vrai que du coup, c'est très très intéressant comme approche parce que, ben, encore une fois, c'est pas ce qu'on fait quand on va chez le psy, quoi. Hein, Et c'est un après, peu... c'est normal, vu que les psys ne sont pas formés au deuil, donc effectivement, ils sont peut-être très maladroits. Mais moi, enfin, tu vois, dans mon cursus universitaire, on nous a appris que le processus de deuil était facilité par la notion de pardon. Et on essaie de faire prendre conscience aux endeuillés que la personne qui a eu des comportements déviants est bien plus que ses comportements, tu vois. Donc, pour faciliter le pardon, pour ensuite faciliter le processus, quoi. Donc, effectivement, Mhm. les psys, les médecins qui ne sont pas formés au deuil, c'est tellement spécifique qu'ils vont aller fouiller dans le trauma plutôt que d'aller nourrir le plein. Ils vont aller plutôt nourrir le vide. Exactement. Mais ça, c'est assez dingue parce que c'est effectivement quelque chose que moi j'avais vu avec mon parcours perso, tu vois, en fait, les thérapeutes, même en vrai, de façon plus générale, hein, c'est pas que les psys, il y a aussi les psychiatres, mais il y a aussi toutes les formes de thérapie un peu alternatives vers quoi on peut se tourner, en fait, quand on va pas bien, sont pas nécessairement non plus formés, même un tout petit peu.
Et ce qui se passe, c'est que généralement, le lien, il n'est pas fait du tout avec le mal-être, particulièrement quand la perte a eu lieu quelques années avant, par exemple, ou quelques mois avant. Et ben en fait, le lien, il n'est pas fait, il est rarement fait en fait avec le deuil, avec un choc émotionnel comme ça. Donc, en fait, on nous propose des solutions, en plus souvent médicamenteuses, hein, qui du coup ne fonctionnent pas, parce que du coup, alors, du coup, tu vas me corriger, parce que là, pour le coup, moi, j'ai pas fait la fac du deuil. Mais une dépression du deuil ne peut pas être soignée par les mêmes médicaments qu'une dépression en dehors, qui arrive en dehors de cet événement de vie. Ouais, ben Christophe Fauré dit bien qu'il y a une différence entre le vécu dépressif, Mm. effectivement, qui concerne le deuil et où il n'y a pas besoin de médicaments, il suffit de se traverser par l'émotionnel, et la dépression, qui est la dépréciation de soi. Et là, effectivement, ça peut être synonyme de dépression, de pathologie. Et donc, là, il y a une prise médicamenteuse. Et c'est vrai que les médecins ne font pas la différence entre le vécu dépressif et la dépression. Ou le vécu dépressif, c'est juste le sentiment de manque extrême, donc une violence accrue des émotions où tu as envie de te buter, à dire de parler comme ça, mais Ah et non, la dépression, c'est vraiment une dépréciation de soi, on se sent comme une merde. Et effectivement, les professionnels ne savent pas faire la différence et filent des cache-toi tout va. Et les cachetons, dans un deuil, figure-toi que ça fait l'effet inverse parce que ça bloque le processus. voilà, exactement. Moi, c'est ce que j'avais lu. Alors, pour le coup, c'était pas Frédéric Forêt, parce que j'ai pas encore tout lu de lui, je suis en cours. J'avais lu Marie-Frédérique Baquet de Deuil et Santé, qui disait effectivement ça, que en fait, on ne peut pas soigner une dépression du deuil, enfin, ce qu'on appelle une phase de dépression du deuil, de la même manière qu'effectivement cette pathologie dépressive, du coup, dont tu parles, et que effectivement il y avait ce blocage encore en plus de, en fait, comme c'est pas le bon traitement du tout, ça soigne pas, ça sert à rien. Et le problème, c'est que dans les faits, une dépression du deuil, c'est sensiblement, tu vas me corriger si je me trompe, sensiblement les mêmes symptômes qu'une dépression entre guillemets classique. Ouais, c'est les mêmes symptômes physiques. Après, c'est pas les mêmes symptômes émotionnels dans le sens que, je le répète, mais tu vois, un vécu dépressif ou toi, ce que tu appelles dépression du deuil, c'est un sentiment de manque de l'autre. L'autre nous manque. On a un Mhm. manque physique, on a un manque de la présence, ce qui est tout à fait normal dans un deuil. Alors que la dépression, c'est la dépréciation de soi. C'est Ouais. on se déteste, on se hait, il y a une forte désestime de soi. C'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Ouais. Complètement. Et ça, ouais, c'est encore une fois quelque chose dont on n'en a pas connaissance, on n'en parle pas suffisamment. Et donc, comme en plus, on a un peu ce boulet au pied, entre guillemets, du fait que le deuil soit un grand tabou dans notre société et dans notre inconscient, du coup, on se retrouve dans des situations émotionnelles quand même hyper complexes. Et c'est super dommage. Et du coup, on va venir au sujet. L'art et la manière de rebondir. Ah ouais, vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Du coup, ma prochaine question, c'est est-ce que c'est précisément pour ça que tu as créé ton jeu? Ouais, en fait, c'est exactement ça. En fait, tu vois, j'en suis venue au deuil, à l'accompagnement du deuil, parce qu'il y a 4 ans, j'ai une amie à moi qui a perdu sa sœur d'un cancer foudroyant. Sa sœur était très jeune. Hmm. Et à l'époque, j'étais déjà thérapeute et j'ai pas su comment l'accompagner, tu vois. Je me suis retrouvée, mais comme une conne, et Hmm. j'ai eu la sensation de trahir notre amitié. Et je me suis beaucoup questionnée. Je me suis dit, mais pourquoi, alors que je suis à l'aise avec la mort, j'étais pas à l'aise avec la perte? Et je me suis rendu compte que c'était hyper tabou dans notre société. Personne n'en parle. Personne ne parle des impacts et des effets du deuil. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je rétablisse ça. Et je me suis dit, attends, déjà que c'est hyper lourd comme sujet et que c'est méga tabou et que tout le monde flippe, je vais créer un jeu de société hyper fun, tu vois, donc ludique, drôle, pour que les gens puissent parler de ces sujets-là, mais tu sais, sans lourdeur, sans en avoir l'air, en fait. Hmm. Donc, j'ai vraiment créé un jeu de société
grand public, hein, on peut jouer à partir de 12 ans, c'est pour te dire. Ah oui. Ouais, à partir de 12 ans. Et le but, tu vois, c'est de commencer un peu à se questionner sur ces sujets, mais vraiment de façon détournée un peu, tu vois. Ok. Je tease un peu. Je te donne un exemple. Oui. Donc, en fait, bon, je te montre à toi, parce qu'il y a la vidéo. Tu vois, par exemple, donc ça, c'est le plateau de jeu. Chaque joueur a une calavera, tu vois, qui doit remplir de coups de cœur. Dans les coups de cœur s'enlèvent, hein, façon puzzle, là, tu vois. Hop. Ok, trop bien. Et Alors, après- du coup, le podcast sera en vidéo, donc les gens ouais. pourront Ah, le voir. ok. Ah, ok, excuse-moi, je fais juste un audio. C'est très bien. Si j'avais su, c'est apprêté. Ouais. Et donc, en fait, chaque joueur a une calavera comme ça. Et le but, c'est de remplir sa calavera en premier. Tu vois, c'est le gagnant. Ok. Et tu as deux possibilités de remplir ta calavera. Donc, il y a des pions avec des dés, tout ça. C'est soit, alors, tu réponds à des questions fun fact. Tu vois, les questions fun fact, c'est comme des questions de trivial poursuite. Ouais. C'est des questions sur la mort et le deuil. Ok. Alors, par exemple, tu as qu'est-ce que la taphophobie? La taphophobie. Ouais, la taphophobie, madame. Très bien. Tu as par exemple, ben, doit-on parler, j'ai vu que c'était un de tes sujets de tes vidéos, doit-on parler du deuil à des enfants? Voilà, tu as complète la phrase d'Alain Sautereau, donc c'est un psychologue du deuil, parler du deuil en fait n'a qu'un seul objet, ta, 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 ta. Tu vois, donc, soit tu réponds à ça, tu as juste, et bim, tu gagnes un coup de cœur. Ok. Soit alors, tu tires les cartes Carpe Diem. Dans les cartes Carpe Diem, c'est des cartes qui parlent de ta vie, de tes valeurs. Ouais. Moi, j'essaie de sensibiliser les gens sur le fait que bien vivre, ça ne s'apprend pas et que c'est la conscience de la mort qui nous permet de bien vivre. Donc, il faut parler de la mort. Et tu as ces cartes-là qui sont les cartes Memento Mori. Ces cartes-là, en fait, elles parlent du pardon, de la mort, de la transmission, etc. Ok. Donc, par exemple, tu vas prendre une question. Alors, par exemple, une question de Memento Mori, ça va être quelle musique te ferait honte le jour de ton enterrement? Tu vois. Très bien. Ouais. Donc, en fait, tu réponds et tous les joueurs répondent. Ah, ok. Et ensuite, tu vas donner un signe de reconnaissance symbolisé par des pions. Donc, tu as la sorcière, le fantôme, la pierre tombale. Ok. Et tu vas le mettre devant la réponse qui t'a fait le plus marrer, le plus touché, que tu as trouvé la plus originale. Et la personne qui a le plus de signes de reconnaissance gagne un coup de cœur pour remplir. Ok. C'est hyper simple. Et si tu n'as pas envie de jouer comme ça, ben juste tu choisis des questions que tu peux poser pour, par exemple, pour faire connaissance. Et dans les questions Carpe Diem, par exemple, tu as ben, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné, par exemple. Ah oui, ok. Ah. Ouais, trop stylé. C'est trop marrant. Et donc, du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de précommander le jeu, c'est quoi la taphophobie? Ah. Et j'ai envie de dire, il faut acheter le jeu pour savoir. Ah non! Ah, Allez, je te le dis à toi. En fait, la taphophobie, c'est la peur d'être enterré vivant qui est née au 19e siècle. hmm. Et en fait, les gens, ils avaient tellement peur d'être enterrés vivants qu'ils demandaient à ce que le cœur soit enlevé dans la tombe. Si tu veux, ils n'étaient pas enterrés avec leur cœur ou ils étaient enterrés, mais leur cœur à l'extérieur, juste pour être sûr qu'ils ne seraient pas enterrés vivants. Ah, incroyable. Alors ça, je ne savais pas, tu vois. Moi, j'avais Ouais. la, la légende comme quoi certains, en tout cas pendant une période, on enterrait les morts avec une clochette accrochée. Il y avait enfin, je sais pas comment trop expliquer. Les défunts, en fait, avaient une cordelette accrochée à leur poignet. Ils étaient enterrés et la cordelette, en fait, remontait en haut à côté de la tombe. Et s'ils bougeaient, il y avait la clochette qui sonnait. Effectivement, par rapport à cette peur, parce que il est arrivé quand même effectivement plusieurs fois. Et
il me semble que c'est ça aussi qui a fait beaucoup, beaucoup questionner et beaucoup modifier cette définition du corps mort. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait effectivement enterrer dans un état quasiment végétatif. On pensait qu'ils étaient décédés et en fait non. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, ouais. Et donc, ça vient de là, tu vois, la taphophobie. Et ben voilà. Bon, bah écoutez, pour briller en société, vous n'avez plus qu'à précommander. Ah, mais du coup, c'est sympa. Il y a plein de questions, même plus techniques sur le deuil en tant que tel. Les Ah ouais? différents types de deuil. Quel est l'inverse le contraire de la mort? Parce qu'on croit souvent que le contraire de la mort, c'est la vie, alors que c'est la naissance. Tu vois, il y a plein de questions comme ça pour semer des graines, mais semer des graines dans la légèreté, tu vois, sans en Mhm. avoir l'air, quoi. Carrément. Carrément, carrément. Ça donne envie, en fait, presque de faire des soirées à thème et de réserver. Alors, je sais pas si tu les connais, tu dois certainement en avoir entendu parler, mais des fameux apéros de la mort ou des cafés mortels. Et du coup, ça me donne carrément envie d'en faire, mais en mode café mortel. Et puis, tu vois, alors, le nom du jeu, il s'appelle C'est mortel. Ouais. Par contre, c'est vraiment un jeu grand public. Donc, il n'est pas destiné aux endeuillés particulièrement, il est destiné vraiment à la masse pour détabouiser ces sujets. Hmm. Après, moi, là, je ferai un autre jeu beaucoup plus thérapeutique pour les professionnels du deuil ou les thérapeutes qui ne sont pas formés au deuil et les endeuillés, mais ça sera très thérapeutique. Là, c'est vraiment pour reparler de ce sujet-là, de toute façon, mais de façon fun, tu vois, vraiment pour dédramatiser ces sujets, quoi. Ouais, bah oui, oui, carrément. Mais c'est trop, trop intéressant. Et du coup, sur la conception du jeu, c'est toi qui l'as fait de A à Z? Ouais, Ou est-ce que tu t'es ouais. inspiré? Est-ce que tu as eu de l'aide? Comment ça s'est passé? Non. Alors, j'ai tout créé, les jeux, comment t'appelles ça, l'esthétique, j'ai tout. Ok, Après, évidemment, j'ai fait appel à des imprimeurs pour me construire la boîte, quoi, bien sûr. les cartes et tout. Mais sinon, après, alors, j'ai été aidée par des testeurs, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai fait 70 tests à peu près, donc 70 parties de jeu avec des joueurs. Et ensuite, et tu vois, chaque fois qu'on jouait, les joueurs m'ont dit, ah, ça serait bien qu'il y ait ça c'est trop long. Donc, Hmm, en fait, mon jeu a évolué avec les tests. bien sûr. Oui, j'ai eu de l'aide des joueurs, bien évidemment, pour affiner et clarifier le jeu. Mais à la base, ouais, à la base, c'est une création originale. Ok, génial. C'est trop cool. Bien joué, bravo. Ça a dû demander en plus pas mal de temps et d'investissement parce que créer un jeu, c'est une chose, mais c'est un métier, hein. Ouais, ben, j'ai mis 2 ans et tu vois, là, j'ai produit 200 jeux. Et après, je t'avouerai qu'effectivement, c'est un métier, donc je cherche un éditeur parce que la distribution et tout, c'est vraiment un boulot. Et en plus, je suis enceinte, je vais bientôt donner la vie, donc j'aurai pas le temps de m'occuper de mon activité, de ça. Enfin, ça fait vraiment beaucoup après. Ah bah oui, oui, c'est clair. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu as lancé ta campagne Kiss Kiss. Exact, bien vu. Mais tu es très forte en transition, toi. Eh ben, tu sais, j'ai regardé hier où est-ce que j'en étais dans les épisodes et en fait, là, on est dans le 48e épisode. Ah, dis donc. Donc, ouais, je commence, je commence à... Et oui, oui, et mon Kiss Kiss Bang Bang s'arrête le 10 novembre. Après, il sera possible de me commander des jeux sur mon site, s'il m'en reste, bien sûr. Mhm. Mais pour le moment, c'est Kiss Kiss Bang Bang, c'est plus facile comme ça, bing bang boom, dès que les gens achètent, ben moi je leur envoie, tu vois, là pour le coup maintenant, j'attends pas la fin de Bah la oui, parce que commande parce oui, que oui. voilà, l'objectif est atteint, donc du coup, j'envoie les jeux directs, donc ils recevront les jeux Trop incessamment. bien. Excellent. Et donc, du coup, c'est quoi ce serait quoi pour toi l'intérêt aujourd'hui de préférer participer à Kiss Kiss Bank Bank plutôt que d'aller sur ton site? Il y a une différence ou En pas? fait, l'intérêt, c'est peut-être parce que via KissKissBankBank, tu vois aussi l'intérêt des personnes pour ton projet.
Mm. Quand je vais me chercher, j'irai à la recherche d'un éditeur, je peux peut-être lui dire, ben, regardez, c'est quand même un projet qui interpelle et qui plaît, puisque en temps de temps, j'ai eu tant de précommandes. Mhm. Ça peut avoir un impact. Après, c'est aussi pour la praticité, parce que quand même, KissKissBankBank est bien foutu, hein. Je sais pas si tu l'as vu, mais tu vois, tu as quand même le nom, prénom. Moi, pour faire les envois, ben, tout est déjà, j'ai le mail, le numéro, donc je peux faire les envois Colissimo direct. C'est quand même hyper pratique, quoi. Mhm. Ouais, complètement. Ça, c'est clair. C'est vrai que j'ai pas trop, j'en ai pas trop parlé, mais pour le coup, KissKiss, c'est ultra sécurisé. Ça fonctionne hyper bien, c'est hyper intéressant, c'est hyper fluide aussi comme fonctionnement, autant pour nous, les créateurs de campagne, mais aussi surtout pour vous, les auditeurs qui auriez peut-être envie de précommander ou de nous soutenir. Et du coup, ouais, je trouve que c'est facile et ça permet d'évoluer en fait. C'est ça qui est trop bien, c'est que du coup, ça permet d'évoluer de façon fluide et facile et en plus professionnelle parce que, alors je sais pas si toi tu as été suivi, mais moi c'est mon cas, j'ai été suivie et coachée pour la campagne. Du coup, c'est vrai que ben, on n'est pas lâché un peu comme ça tout seul dans la nature, débrouillez-vous, faites votre truc, gagnez des sous. Non, non. On est vraiment accompagné, on est suivi. Et puis c'est vraiment intéressant parce que c'est pas juste une campagne pour récolter des dons. On a des contreparties, on a des objectifs, on a des publications à faire, d'où aussi ces épisodes bonus. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette comme expérience. Oui, oui, c'est chouette. Et puis, tu as raison, dans le sens que ce qui est bien, c'est que c'est un mode gagnant-gagnant. Moi, ton kiss-kiss à toi. Effectivement, en fait, c'est pas un don gratuit. Alors, tu peux faire des dons gratuits, Oui. mais tu achètes quelque chose. Tu achètes un service, tu achètes ton accompagnement, ou tu achètes une de tes créations, ou tu achètes. Enfin, donc, c'est vrai que. Et moi, on achète mon jeu. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a quand même une notion de gagnant-gagnant, tu vois, je trouve. Mhm. C'est ça. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de, en termes de communication, en termes de compréhension, je trouve que c'est hyper intéressant parce que d'un coup, vous savez pourquoi est-ce que vous achetez quelque chose. Alors que c'est pas toujours le cas quand vous achetez parce que vous kiffez le produit, parce que vous avez été influencé par une influenceuse ou une influenceur sur Insta, par exemple, ce genre de choses. Là, il y a vraiment un objectif derrière. C'est ben, là, pour le coup, de professionnaliser le podcast. Si on atteint, si on atteint l'objectif, et ben après, ce sera de transformer, de remplacer cette belle machine à coudre qui, je dirais pas qu'elle a 100 ans, mais au moins 80. Et le micro? Et le micro, bien sûr, là, une fois qu'on a, en fait, sur KissKiss, si j'atteins les 3 000 euros, effectivement, je vais pouvoir investir dans deux caméras, dans deux micros pour pouvoir enregistrer des podcasts sur Bourges, du coup, en one-to-one, en direct. Donc, plus sur Zoom, au risque d'avoir des problèmes d'enregistrement. Et puis du coup, si on dépasse en fait cet objectif-là, tout l'argent qui sera récolté en plus, ce sera pour cet objectif-là. Donc il y a vraiment une réflexion d'amélioration globale de cœur de tissu. Et c'est pas c'est rarement ce qu'on dit, c'est rarement ce qu'on met en avant le reste du temps. Voilà, on fait payer nos services effectivement parce qu'à un moment donné, il faut se rémunérer, il faut voilà. Mais là, du coup, c'est vraiment un objectif de soutien, c'est un objectif aussi de durabilité, hein, parce que l'objectif, c'est aussi de tenir dans le temps. Et puis, du coup, comme pour toi, des projets qui sont là pour ben, soutenir cette cause. Est-ce qu'on peut dire une cause? Ouais, je pense. Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle, faut arrêter d'en avoir peur, en fait. Surtout que si on en parlait davantage, les gens vivraient mieux dans leur vie. Exactement, c'est ce que je vous dis tout le temps. Je dois le répéter presque à chaque fois. C'est plus on comprend, plus on sait, plus on peut anticiper, donc mieux potentiellement on vivra le deuil,
on vivra la perte, on vivra toutes nos expériences de vie, en fait, qu'elles soient positives ou négatives. Ouais, et on vivra mieux sa vie tout court. Tu connais les 5 regrets là, des personnes en fin de vie de Bronnie Ware. Oui, je l'ai lu, ouais. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de sensibiliser sur ce sujet-là aussi. C'est-à-dire que plus, en fait, c'est Montaigne qui disait, celui qui apprend aux hommes à mourir leur apprend à vivre. Donc, Mm. en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que plus on va parler et on va avoir conscience de la mort, et mieux on va pouvoir bien vivre et pleinement sa vie, tu vois. Et pas à côté avec la peur du manque, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, tout ça, tout ça. Exactement. Tu peux nous en parler un petit peu de ces 5 regrets? Alors, tu as de mémoire, donc c'est Bronnie Ware, donc, qui est infirmière australienne en soins palliatifs, qui a répertorié les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Donc, je crois que tu as, alors c'est peut-être dans le désordre, hein, ouais. Oui, oui. Ne pas s'être accordé le droit au bonheur, avoir trop travaillé, ne pas avoir passé de temps avec sa famille et ses amis, ne pas avoir dévoilé assez ses sentiments et ses émotions. Et tu en as un autre dont j'ai oublié, mais en gros, ça revient un petit peu à dire, tu sais, alors, je sais pas si tu as lu le bouquin de Tolstoï qui s'appelle La mort d'Ivan Ilitch. Non, ça me dit rien même. Attends, je vais le noter. Ouais, donc, ben, tu vois, nous, on l'a étudié dans notre DU, tu vois, on devait en faire une analyse parce que tu as tous les deuils du monde entier dans ce bouquin. Ah ouais? Ce petit bouquin qui fait 100 pages. Et en fait, tu comprends très vite ce sens-là parce que, donc, je te tease un peu, je te fais un résumé, tu vas comprendre. En fait, Ivan Ilitch, donc, c'est un mec, tu vois, issu d'une famille bourgeoise russe, enfance agréable, vie agréable. Donc, ses parents lui disent, en gros, tu vas faire des études de droit, il va faire des études de droit. Et puis, il devient magistrat, tout est fluide. Et il se dit, bon, pour asseoir mes ambitions, il faut que je me marie avec une fille issue de ce milieu-là. Il se marie avec elle, ok, ils font 2 beaux enfants, tout va bien. Bon, bref, tu vois. Et Ivan Ilitch, il dit toujours cette phrase, j'ai fait tout comme il faut, tu vois. Mhm. Tout comme il faut pour être apprécié de la société, tout comme il faut pour être apprécié de ses parents. Bref, j'ai tout fait de convenable, tout comme il faut. Et un jour, genre à 45 ans, tu vois, ils achètent une immense maison bourgeoise. Donc, ils mettent un fric fou à la décorer avec des meubles de luxe, etc. Il accroche un rideau à son salon et il tombe, il se cogne le flanc contre un meuble. Et il se dit, bon, ben, c'est bon, c'est pas grave et tout. Et sauf que, en fait, cette blessure, elle va empirer de jour en jour, de mois en mois. Et c'est cette blessure qui va l'amener à la mort. Et ce qui est très intéressant, c'est que Ivan Ilitch refuse de mourir. Alors, c'est très intéressant parce que tu vois le déni, tu vois l'environnement, tu vois tout ce qui se passait à ce siècle-là vis-à-vis de la mort, Ouais. qui n'était plus du tout accepté par la société, car trop moche à voir. Et en fait, il refuse de mourir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il se dit, putain, en fait, bon, sans le putain, ça c'est moi. Il dit, en fait, on nous a trompés, on vivait sur un temps limité et en fait, je suis passée à côté de ma vie. Je ne peux pas mourir en sachant que je suis passée à côté de ma vie. Et D'accord. sauf que c'est dit avec les mots de Tolstoï, donc c'est Oui. C'est beaucoup plus beau et poétique. Oui. Et en fait, tu te rends compte que la plupart des gens vivent ça. Et ça rejoint l'étude de Bronnie Ware avec ses 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. C'est que les gens qui sont passés à côté de leur vie, qui ont mis des masques sociaux, refusent de mourir, refusent de lâcher prise et préfèrent une agonie sans nom plutôt que de s'abandonner et meurent mal. Ce qui est quand même dingue. Ouais, carrément. Il y a 2 choses à ne pas rater dans sa vie, c'est aimer et mourir. Donc, si tu veux, ça fait quand même chier si tu rates la dernière étape, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire rater sa mort aussi? Eh bien, rater sa mort, c'est ça, tu vois, c'est le fait de ne pas vouloir s'abandonner, de ne pas mourir, de ne pas vouloir mourir. Et du coup, bah, tu peux générer des rancœurs, des frustrations, un état émotionnel tellement insécuritaire
que ben, les dernières relations avec ton entourage sont du coup conflictuelles Ouais, et ouais. tu meurs avec ces émotions-là négatives. Tu vois ce que je veux dire? Où il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de lâcher prise. Ce qui est terrible à la fois pour les vivants et pour celui qui meurt. Ok, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est super intéressant. Et du coup, ça me fait forcément penser, parce que là, pour le coup, je l'ai lu et je m'y suis intéressée ces derniers mois, à Elisabeth Kubler-Ross, indispensable ou non, qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas faire l'impasse en fait quand on parle du deuil. Donc Elisabeth Kubler-Ross, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une psychiatre suisse. Elle est suisse, je crois. Je crois qu'elle est suisse. J'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, elle a fait un petit peu son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que c'est la Seconde Guerre mondiale où elle était infirmière. Et où effectivement, du coup, elle a théorisé ces fameuses étapes du deuil qu'on a un peu, transposées en fait. On dit étapes du deuil alors qu'en fait, c'est pas les étapes du deuil, c'est les étapes du mourir. On a une grosse, pas amalgame, mais on confond vraiment ce qu'elle a dit par rapport à son expérience de l'accompagnement au mourir, accompagnement de fin de vie, puisque c'est ce qu'elle faisait principalement. Elle était présente et elle était psychiatre du coup pour les personnes qui allaient décéder et elle le dit elle-même. Elle le dit, mais les étapes que je vous donne, c'est pas les étapes du deuil, c'est pas les étapes que les gens qui perdent quelqu'un vont vivre. C'est ce que potentiellement, en plus, elle dit, c'est pas sûr de pouvoir les vivre toutes, ni dans le même ordre, ni jusqu'au bout, etc., etc., des gens qui vont mourir. Après, ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'effectivement, elle accompagne les personnes en fin de vie et qu'on dit souvent que mourir, c'est faire le deuil de soi. Mm. Donc, ça rejoint effectivement le deuil. Après, moi, j'utilise pas trop les Kubler-Ross parce qu'elle est un peu décriée maintenant. Mais c'est une précurtrice. Donc, effectivement, ouais, ouais, c'est important de la nommer. C'était la première à s'y intéresser, hein. Donc, Mm, mm. Oui, oui, complètement. C'est sûr qu'après, je crois qu'elle est décriée parce que elle a fait ce fameux livre sur l'après-vie, qui dit que, alors, je pense que c'est principalement pour ça, hein, je sais pas ce que toi t'en penses, mais il m'a semblé, parce que je l'ai lu, ce livre-là, et il m'a semblé que tout le long, en fait, elle dit, mais j'ai le droit de penser ce que je veux. C'est pas grave si je comprends que vous soyez choqués qu'une psychiatre dise que la mort après la vie ça existe et tout, mais j'en suis convaincue parce que ben voilà, et du coup elle raconte elle ses expériences en fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'effectivement que Florence elle a sa réputation. je ne savais pas que c'était pour ça. Mais ceci dit, tu vois, il y en a plein. Il y a le docteur Moody, c'est lui qui a commencé à parler des EMI. Mm, Christophe Fauré, là, son dernier livre, il parle des incarnations, des vécus subjectifs de contact avec des défunts. Je ne sais pas si tu as lu, il est génial. mm, Et il met toutes les études scientifiques sur ce sujet-là. Donc, la science commence un peu à s'y intéresser. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais ouais, je savais pas qu'elle était, pour moi, elle était plutôt décriée parce que sa courbe là, les gens ont tendance à croire qu'elle est linéaire alors qu'elle n'est pas du tout linéaire. Pour moi, elle était plutôt décriée par ça, mais peut-être tu as raison. En fait, je savais pas qu'elle était décriée parce qu'elle avait écrit un bouquin sur l'après-vie. Alors après, c'est ce qu'elle elle disait elle-même, hein, le, l'après-vie, bon, c'est son expérience à elle et c'est ce que sa vie lui a permis de croire. Et effectivement, cette courbe-là, mais en fait, c'est ça qui est étrange, c'est parce que pour l'avoir lu, du coup, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est décriée, parce qu'elle dit elle-même que ces étapes-là, elles sont pas nécessairement vécues par tout le monde. Elles sont pas non plus vécues dans l'ordre. C'est vraiment une sorte de recette. C'est vraiment comme ça aussi qu'on en parle maintenant, ces fameuses étapes du deuil qui doivent passer par le déni, la colère, dans l'ordre. Déni, colère,
Il y a un Parce que moment. c'est ça le problème, c'est qu'elle a établi un ordre alors Voilà. que certains universitaires, tu as Michel Hanus, qui est un grand spécialiste du deuil aussi, Mm. euh, il dit en fait que tu peux très bien avoir le déni, la tristesse et la colère en même temps. Voilà. Alors, non seulement en même temps, mais ça, elle le dit aussi, elle le dit, il y a certaines personnes qui ne vivront jamais l'acceptation parce que ben, c'est pas dans leur personnalité, parce que ils seront pas suffisamment entourés et ils n'auront pas eu suffisamment d'outils pour y arriver. Et donc, ils mourront en colère, par exemple. Et ça, Kubler-Ross, elle le dit elle-même dans ses derniers livres, que, ben, en fait, oui, d'accord, j'ai théorisé ce truc-là, mais ça ne se vérifie pas toujours, quoi. Mm. Mais c'est génial d'avoir fait parce que ça a été la première à s'y intéresser quand même. Donc rien que Ben, pour c'est ça. ça. Ouais, ouais. C'est ça. Et après, c'est vrai qu'on décrit beaucoup ce truc-là oui, les étapes du deuil, machin, c'est pas la réalité, tout ça, tout ça. Sauf que même Christophe Fauré a parlé des étapes du deuil, et il parle des étapes du deuil, mais il en a quatre qui sont différentes, qui sont un petit peu plus générales et pour le coup un peu plus logiques parce qu'elles partent des constats de ce qui se passe dans le corps, dans le deuil. Donc, effectivement, il y a une sorte de phase de déni, mais c'est plus de la prise de conscience qu'autre chose. Il y a la phase de dépression, puis il y a la phase d'acceptation, puis machin, de reconstruction aussi. Mais euh, en fait, je pense que ça rassure vachement. Alors, c'est là, pour le coup, c'est vous, les auditeurs, qu'il va falloir réagir. Normalement, sur Spotify, vous avez un espace Q&R, ça s'appelle, pour les questions-réponses. Dites-nous ce que vous en pensez. Sur YouTube aussi, vous avez les commentaires, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça vous rassure de vous dire qu'il va y avoir des étapes que vous allez vivre si vous vivez un deuil? Ça donne du sens hein, quand même. Hein. Moi, la première, dès que je lis quelque chose, si j'y mets pas du sens, c'est donner du sens à cet apparent chaos, tu vois. Donc, Mm, le sens donne la sensation, donne l'illusion de la sécurité, quoi. mm, mm. Complètement. Je pense qu'il y a quelque chose de ça, hein. Mais c'est beaucoup ce qui revient quand on. Bah, en tout cas, moi, je sais que c'est ça que je vois vraiment avec les accompagnements, c'est qu'il y a à un moment donné, il y a une vraie perte de sens dans ce qui s'est passé. Il y a même à un moment donné une forme de doute de ce qui s'est passé. Est-ce que vraiment j'ai ressenti ça? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Etc. Et c'est généralement cette phase-là où on a besoin de se raccrocher à la matière. Dire, ok, oui, oui, si j'ai cet objet-là en ma possession, c'est que ce qui s'est passé, le décès, la souffrance, la tristesse, le chagrin, la colère, etc., bah, ça s'est réellement passé à la fois en moi, mais aussi dans la vraie vie, quoi. Donc oui, oui, carrément, le sens, pour moi, il est à questionner de façon indispensable et systématique quand on parle de la mort et du deuil, oui, mais surtout quand on le vit. Je plus sois. Et même de manière générale dans la vie, hein, regarde Oui. les choses comme ça, c'est une perte de sens. Mm. Donc, dès que la personne perd le sens de ce qu'elle fait ou de qui elle est, c'est là où effectivement il y a une perte d'identité. Mm. Complètement. Et c'est aussi en ça que l'accompagnement au deuil, il n'intervient pas que parce qu'il y a un décès. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois très, très, très souvent quand je parle de deuil, quand je parle de mort, etc. On me dit souvent, mais moi, je me sens pas concernée. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Et vraiment, posez-vous la question après ce qu'on vient de dire. Est-ce que vraiment vous vous sentez pas concerné par les changements de vie, par le déménagement, par les ruptures, par les changements professionnels, par la perte d'un animal de compagnie, par la perte d'un objet, par une tasse qui se casse? Voilà. Et ben, c'est une forme de deuil aussi. Même si c'est minime, même s'il y a des deuils, notamment des changements professionnels ou des déménagements qui peuvent être très positifs. Il y a des deuils positifs en fait. C'est oui, on change de maison pour
aller dans quelque chose de plus grand ou quelque chose qui nous plaît davantage ou pour devenir propriétaire, etc. C'est un changement de vie qui implique un process de deuil. Et dans chaque deuil, en fait, il y a un process de gain et de perte. Les deuils, c'est aussi les différentes étapes de vie. Quand tu passes de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, Mm. ensuite à la retraite, tu as constamment des pertes et des gains où tu dois redéfinir ton identité. En fait, c'est ça un deuil. C'est une perte d'attachement, de repères, d'identité. Donc, effectivement, moi, je suis comme toi. Les gens qui me disent, oh, ça ne me parle pas, je leur dis, mais en fait, tu vis des deuils depuis que tu es enfant. C'est juste que tu ne le sais pas, que tu n'as pas su les nommer. Mm. Effectivement, c'est ça qui fait des ravages. Tout à l'heure, tu disais, il y a des deuils qui ressortent des années après et que les thérapeutes ne savent pas déceler. Et tu as tellement raison, mais tellement raison. Et c'est incroyable parce que justement, les gens ne savent même pas ce qu'est un deuil. Ils pensent juste à mort d'un proche. Alors C'est que c'est ça. pas... Et oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et comme, encore une fois, bon là, on va commencer à tourner en rond. Donc encore une fois, comme c'est tabou, et ben, on a vraiment des clichés, hein, comme tu le dis. Quand on prononce juste le mot deuil dans une phrase, on a une crispation en face en général. Je sais pas si c'est toi que tu le vis, mais moi je sais que là, pour le coup, en ce moment, je suis en boutique d'ailleurs. Rejoignez-moi et allez voir les créations qu'il y a en boutique à Varicom ou Spot. Je le vois vraiment quand, que ce soit moi ou mes collègues, il y a certaines personnes à qui on dit, bah voilà, je suis accompagnante au deuil. Il y a le corps qui réagit tout de suite en face et qu'il y a une espèce de crispation, de mouvement de recul ou quoi ou qu'est-ce qui fait que, en fait, je les perds tout de suite, tu vois. Alors que, encore une fois, le deuil, c'est pas grave. Le deuil, c'est pas une catastrophe, c'est pas un drame. Effectivement, c'est du changement. Effectivement, c'est important. Mais ben, c'est pas le deuil qui fait mal, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas le deuil qui fait mal. Moi, je dis toujours que le deuil est douloureux, mais que le deuil, c'est parler des vivants. Donc, en fait, quand tu es endeuillé, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que tu es en vie et c'est parler de ta vie. Et Mm. c'est aussi parler de l'importance relationnelle qu'il y avait avec ton objet, ta relation, ton défunt, peu importe. C'est en fait, c'est une preuve d'amour. Parce qu'on dit toujours, si tu ne vis pas un deuil, c'est qu'il y a juste un mort, en fait. C'est qu'il y a juste une mort. Moi, je peux très bien perdre ma tante. Si j'avais pas d'attachement, ça sera juste une morte. Ça ne sera pas un deuil. Donc finalement, vivre un deuil, c'est montrer tout l'amour que j'avais pour la relation, la personne, peu importe. Mm. Et surtout, c'est parler du vivant. Donc c'est hyper, c'est joyeux en fait. Il faut pas en avoir peur. Oui, oui, complètement. Et c'est du coup, c'est super intéressant ce que tu dis. Je pense qu'on finira là-dessus. Euh, Tu dis qu'il peut y avoir des morts sans nécessairement des deuils. Tout à fait. Voilà. Et ben, merci beaucoup, Edith. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce moment avec toi de partage et de rire. Comme quoi, encore une fois, hein, c'est pas le premier épisode où on se marre comme des baleines. Voilà, le deuil, ça peut être cool, le deuil, ça peut être fun, et on peut en parler de façon légère et agréable. La preuve en est, achetez le jeu, c'est mortel. Sur Kiss. Parfait. Voilà. Merci à toi, Zoé, pour l'invitation. Et puis, j'ai été ravie aussi de chapper, comme on dit dans le Sud, avec toi. C'était très sympa. Merci beaucoup. Avec grand Et plaisir. pareil, donc n'hésitez pas à participer au Kiss Kiss Bang Bang de Zoé pour lui offrir son nouveau micro et sa nouvelle machine. Elle se Merci. passe encore de merveilleux cœurs de tissu. Merci beaucoup, Edith, vraiment trop bien. Est-ce que, bah, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as peut-être un dernier message que tu auras envie de faire passer aux potentiels endeuillés qui nous écoutent? Moi, j'essaie d'incarner au maximum cette phrase que je trouve magnifique. Et ça sera mon mot de la fin, c'est les gens ne se souviendront pas de qui tu as été ni de ce que tu as fait, mais ils se souviendront de comment ils se sont sentis en ta présence. Et je trouve cette phrase très très jolie. Voilà, j'aimerais terminer Oui. par ça. Ok, trop bien, merci. Ah bah, à méditer. Vraiment à méditer. Merci beaucoup, Edith. Encore une fois, je vous mets le lien de son Kiss Kiss pour aller précommander le jeu C'est Mortel dans la description.
Je vous mets aussi évidemment le Kiss Kiss Bang Bang de Cœur de Lumière dans la description. Je vous mettrai aussi nos 2 Instagram pour que vous puissiez, si vous le souhaitez ou si vous en avez besoin, nous envoyer un petit message. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires, si vous avez envie de réagir à tout ce que vous avez entendu, ce sera évidemment avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans nos discussions privées. Et puis, bah, écoutez, en attendant, comme d'habitude, partagez l'épisode et n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.